Comme pourrait l'être un logiciel. Vous voulez dire par là à partir du moment où on sait lire l'hébreu, on peut traduire l'hébreu, mais on n'est qu'un traducteur. Voilà, on n'est pas autre chose. Là, monsieur Madier, on va actuellement vous faire intervenir parce que c'est un sujet qui vous est cher. Le rôle de l'astrologue. Tenez, asseyez-vous là. Il vous est cher puisque finalement, alors c'est encore un autre. Vous voyez, où on fait des petites confrontations comme ça, des petites parenthèses pour relancer. C'est-à-dire que vous êtes au contraire convaincu que l'astrologue fait un énorme travail de sélection et d'interprétation, qu'il prend certaines choses et pas d'autres, et que donc il donne une signification au thème que le thème n'a pas forcément, ou qu'il clarifie le thème en fait, non? Oui, il se sert du thème pour le traduire, et cette traduction ne peut avoir que la mesure du langage qui s'est utilisé à partir des positions planétaires. Et effectivement, plusieurs astrologues peuvent tirer du même thème des propos nuancés, parfois qui se superposent, mais parfois qui se complètent, selon notre virtuosité à faire cette analyse, selon l'expérience d'observation entre des réalités sur des personnes, en connaissant leur thème, pour dire effectivement ces gens de configuration du natal vont donner ces comportements à la personne. Alors peut-être là, en quoi c'est utile ça? Ça peut être utile théoriquement pour que l'astrologue progresse dans son mode d'interprétation, se donner un vocabulaire supplémentaire, un bagage conceptuel supplémentaire, de façon à faire une lecture plus riche du thème astrologique qu'il a devant lui. Alors en quoi, à partir de ça, il est utile à lui-même, et après en quoi il va devenir utile à la personne qui est le titulaire du thème et qui pourrait profiter d'un approfondissement sur sa nature profonde, parce que beaucoup de personnes n'ont pas accès à leur nature profonde, et l'astrologue, avec cet outil merveilleux, peut aider la personne à faire sa propre exploration. Et si la personne elle-même n'a pas fait d'astrologie, parfois même les personnes, ça leur donne envie de faire de l'astrologie, d'entendre un astrologue faire leur description avec cet instrument-là. Ça m'est arrivé il y a 30 ans, en entendant, c'était un astrologue Christian Singer. Quand j'ai vu que ce type-là, avec un petit rond, surtout qu'il n'y avait pas les ordinateurs, il avait tracé un rond comme ça à la main, quand il m'a raconté tout ça sur moi, je me suis dit, mais c'est vrai, j'avais jamais pensé à ça, et je ressens tout ce qu'il m'a expliqué. Alors ce petit outil là, mais ça doit être un truc fabuleux, il faut que je me donne cette connaissance de lecture, il faut que j'apprenne à lire cette chose-là. Alors là, c'est le début des choses de l'intérêt. Mais après, là, à votre niveau, c'est, je le trouve infiniment plus large, puisqu'en plus, vous allez jouer le rôle de thérapeute, c'est-à-dire aller pouvoir utiliser ce dont vous disposez dans les divers domaines que vous venez de dénoncer, et après, donc, là, vous servir peut-être du thème astrologique pour vous aider à faire des choix sur les produits, mais qui n'intéressent pas forcément le patient, qui lui, il faut qu'il puisse consommer le produit et que sur lui, le produit fasse l'effet qu'on attend. Alors, c'est vaste, effectivement, je ne sais pas répondre d'une façon pointue. En tout cas, Madame Chabert, je crois qu'elle défend une position très humble de l'astrologue. En tout cas, on a le client qui vient voir l'astrologue, le transfert que le client a sur l'astrologue, c'est que l'astrologue doit se contenter, que l'astrologie est un langage qui est relativement précis, et que l'astrologue se contente d'interpréter, il a un savoir-faire d'interprétation. Mais la question est de savoir si, en réalité, l'astrologue ne va pas au-delà de cela, et si l'astrologie fonctionnerait véritablement s'il n'apportait pas du sien. Mais de fait, à partir du moment où on va voir quelqu'un pour lui demander quelque chose, on peut estimer, dans une psychologie bas de gamme, qu'il y a une problématique de transfert.
Donc forcément, on dote l'autre d'une qualité. Il est bien évident que la personne qui consulte un astrologue sans jamais avoir consulté un astrologue, ce qu'il vient chercher, c'est de la magie. Et que la personne qui est en face de lui connaît cette magie. Et qu'il a envie d'être sous le sceau de cette magie. Il ne faut pas être dupe de ça non plus. Je pense qu'on n'est pas là pour interpréter un thème qui va justifier l'être de l'autre. On est là pour interpréter un thème, pour aider l'autre à comprendre ce qu'il est, où il en est et où il a envie d'aller. Enfin, en tous les cas pour moi. Alors, que ce thème nous permette d'avoir une vision de sa nature profonde, sans doute. Mais est-ce que c'est ça qui intéresse le patient? C'est l'argument de monsieur. Est-ce que c'est ça qui intéresse le patient? Je ne sais pas. Moi, ce qui m'intéresse dans ce cas-là, si on prenait l'idée de la nature profonde, et on serait dans un grand débat, c'est d'aller un peu plus vers ce que Paracels dit en entrant dans l'astrologie médicale, c'est qu'il y a 4 niveaux de l'être. Il y a l'externe, alors ça c'est facile, on peut le voir, il est là, morphopsychologie, etc. Il y a l'interne, les problématiques qu'il a de vie. Il y a le profond, alors c'est peut-être la nature profonde, moi je ne me permettrais peut-être pas de le dire comme ça, mais bon. Et puis il y a aussi ce qui est secret. Est-ce que nous, astrologues, on a le droit d'aller dans ce jardin secret? C'est-à-dire quel droit l'astrologue se donne d'aller lire un thème? Moi c'est une grande question pour moi, qui n'est pas résolue aujourd'hui. Je voudrais être honnête avec ça. C'est-à-dire, on me mandate pour parler d'un thème. Ok, mais on me mandate pourquoi? Pour aller trifouiller dans l'histoire d'enfance où il y a eu un viol aggravé? Faut pas pour aller voir qu'il y a un conflit entre les 2 parents? Pour aller voir qu'il y a eu un abandon d'enfant? Pour aller voir qu'il y a un jumeau qui est décédé? Pour aller voir quoi? Et pour dire quoi? Et restituer quoi au patient? Et dans ce que je vais restituer, j'ai du pouvoir. Et je l'utilise comment ce pouvoir? Si j'ai pas un pet d'humilité, mais je fais quoi? Moi, je suis pas là pour ça en tous les cas. Moi, je suis là pour aider l'autre à avancer, aller de mieux en mieux, être plus libre, être plus autonome, être plus indépendant, avoir plus de jugeote, prendre plus en compte, questionner plus la vie. Voilà. Et déjà, si je fais ça, je pense que j'ai déjà fait beaucoup de boulot. Si vous êtes devant un enfant qui est hyperactif et que vous constatez qu'il y a une forte majorité de cardinalité dans son thème, vous le constatez, donc ça va vous aider à choisir les moyens pour tenter de calmer cette cardinalité de façon à ce qu'il puisse mieux faire des choix de comportement plus pertinents. Alors, je sais pas comment vous interprétez ça, vous, mais c'est une bonne question. Quelqu'un qui a trop de cardinalité, qu'est-ce que vous lui diriez, vous, à quelqu'un qui a trop de cardinalité? Alors, moi j'ai un petit-fils qui a ça. Donc parce que quelqu'un qui a trop de cardinal, c'est quelqu'un forcément d'agité. Souvent, l'exemple des enfants hyperactifs peut être pris, mais c'est peut-être pas le seul. Pour vous, comment dire, si je montre le thème d'une personnalité qui a une dominante de cardinal, il y a toutes les chances cet enfant est un enfant hyperactif. Non, il y a beaucoup de chances. À un enfant hyperactif qui vous consulterait, ou des parents d'enfants qui vous consulteraient en disant voilà, il y a l'hyperactivité qui le gêne dans de nombreuses circonstances, et que en plus, quand vous faites le thème, vous constatez cette très forte dominante en cardinalité. Là, vous avez, ça se présente sous cette forme-là parfois, l'exploration. Non, enfin, comment dire, moi j'ai jamais d'a priori, c'est-à-dire que quand je reçois un patient, enfin, comment je peux exprimer ça pour être très clair, quand je reçois un patient et que je suis amenée à monter son thème pour comprendre sa vie, pour comprendre comment il va, le parent me dit voilà, mon enfant est hyperactif. Je vais regarder le thème. Je vais y aller, je vais aller voir. Je n'ai pas d'a priori. Et dans ce qui va émerger, peut-être qu'il a un Mars Bélier carré lune, cancer, et que c'est son hyper-émotivité qui le rend hyperactif. Peut-être qu'il a beaucoup de cardinal et qu'il a du mal à fixer les choses et à les poser. Mais je ne vais jamais aller dans un thème avec un a priori. Pour moi, un enfant hyperactif, il peut l'être pour plein de raisons.
Il peut l'être, la première raison toute bête, il peut l'être tout simplement parce que sa mère est flippée. Et que pour pallier aux peurs de sa mère, il s'agit tout le temps. Et il est là comme miroir de la mère pour lui dire « mais attends maman, ça va pas quoi ». Qu'est-ce que ça veut dire flipper? Il peut avoir peur, il peut être angoissé, il peut être inquiet. Il voit une mère qui est toujours stressée et l'enfant face à ça, il va répondre par il s'agite partout, il est partout simplement pour dire à sa mère « arrête parce que ça va pas quoi ». Donc, je sais pas, moi ça me touche un petit peu que vous parliez de cardinalité. J'ai un thème particulièrement cardinal. Je me sens pas forcément spécifiquement agitée, passionnée sûrement. Mais est-ce que c'est le cardinal qui fait de la passion? Je sais pas. Alors justement, monsieur Mazuir, moi personnellement je suis tout à fait d'accord avec vous, parce que moi de toute façon je ne fais pas de thème, je ne m'intéresse pas au thème natal, je ne pense pas que ce soit du tout nécessaire de faire son thème natal. Mais monsieur Mazuir, lui, peut-être que vous avez changé. Vous pensez par exemple que une question assez basique, est-ce que vous pensez que les 12 signes du zodiaque, ça veut dire quelque chose par exemple? Que le fait d'être tel et tel signe, ça veut dire quelque chose en astrologie, que c'est une constante intéressante? Il y a une constante intéressante dans la position du soleil en signe. Oui, d'accord, c'est ça, oui. Oui. Ensuite, que les 12 signes du zodiaque veulent dire quelque chose, sans aucun doute. C'est quand même étonnant que ce cercle qui s'appelle zodiaque, zoo qui veut dire animaux, se trouve avoir des êtres vivants, sauf un signe, qui est un objet. Oui. Qu'est-ce qu'il fout là, cet objet? Donc forcément, il doit y avoir quelque chose de particulier dans cet enchaînement. Et moi, ce qui m'intéresse dans les signes du zodiaque, c'est pas le signe en tant que signe, c'est l'enchaînement du signe. Qu'est-ce qui fait que je passe du bélier au taureau et du taureau au gémeaux? Et qu'est-ce qui fait que j'évolue au travers de ça? Alors, on peut avoir des qualités bélier ou des défauts bélier. On peut être particulièrement impatient, ou particulièrement colérique. Mais bon, est-ce que c'est vraiment une qualité bélier? C'est ça, c'est pour ça que je me disais ça. Peut-être que finalement les gens Est-ce que la colère, on la lie au bélier? Vous pensez finalement que les 12 signes sont parfois mal définis? Je pense qu'on fait dire beaucoup de choses au signe du zodiaque en allant piocher dans du mythe, du symbole, ce qui est bien, mais en perdant de vue l'unité qu'est le zodiaque. Pour moi, la quête première de l'individu, c'est l'unité. La quête de l'alchimiste. Pour bien cerner les signes, il faut les situer par un processus de comparaison, d'opposition, enfin il faut les situer dans un système. Non, on n'est pas dans l'histoire des aspects, là, on n'est pas dans les oppositions. Situer leur symbolique les unes par rapport aux dans un système d'engendrement. Oui. C'est-à-dire, il y a un signe qui précède l'autre, qu'est-ce qui fait qu'entre les deux, il s'est passé quelque chose, et qu'est-ce qui fait que ce nouveau signe va avoir des qualités et devrait normalement travailler sur les qualités du précédent pour les intégrer, pour avancer vers le suivant. Ah, c'est ça qui m'intéresse. Oui, donc effectivement, il y a des éléments qu'on attribue à un signe qui ne sont peut-être pas pertinents parce que justement, ça ne s'inscrit pas dans un enchaînement acceptable. Ils sont sûrement qu'ils les utilisent, mais pas suffisant pour moi. Mais est-ce que vous pensez que véritablement, les gens, par exemple, vous pensez que, alors ça, cette identification, si on peut dire un signe, ça c'est quelque chose qui nous accompagne, qui est une clé pour comprendre la personne tout au long de sa vie? Non. Pas forcément. Pas du tout. Il y a beaucoup de gens qui disent « Oh, c'est drôle », des gens qui font de l'astrologie bien sûr, qui disent « C'est drôle, quand j'étais jeune, j'étais plutôt de mon signe solaire, maintenant vieillissant, je suis plutôt mon signe ascendant ». Il y a des gens qui disent le contraire. Il y a des gens qui disent le nœud des dragons, le nœud sud, c'est plutôt l'origine des choses, le nœud nord, c'est plutôt ce que je dois accomplir, et puis il y a des gens qui disent le contraire. Oui. Alors dire tout et son contraire, il y a l'ascendant, il y a les gens qui apportent l'ascendant, etc. Moi, ce qui m'intéresse plus dans ce cas-là, c'est une triangulation. C'est quel lien il y a entre la lune, le soleil et l'ascendant. Alors, beaucoup diront tout simplement la fortune. Oui, mais elle est où? Et elle signifie quoi? Alors, on revient sur une astrologie arabe, beaucoup plus ancienne que la nôtre. C'est quoi pour les personnes? Ben, je ne sais pas, mais moi j'ai une interprétation de ce lien-là qui vaut ce qui vaut à ma hauteur à moi, mais qui me permet de comprendre un petit peu la part de liberté de l'autre. Où est-ce que je peux aider l'autre à avancer sur ce point-là? Parce que c'est sur ce point-là que l'autre va pouvoir être le plus libre dans sa vie.
peut-être en y adjoignant des relations avec les éléments de la lune noire, mais là on parle de choses qui sont au-delà de Saturne. Ne serait-ce que la part fortune, c'est un outil. Est-ce que quelqu'un interprète la part fortune comme ça? On peut se poser la question. Oui, c'est vrai qu'on n'en parle pas trop actuellement, effectivement. Mais c'est vrai qu'elle était une Dans la symbolique le calcul de la part de fortune, et ça la met en position de synthèse un petit peu. Dans la symbolique astrologique, souvent on dit le soleil c'est le père. Oui. Le père, en paix. Pour l'astrologue médical, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'esprit. La lune, c'est la mère. Oui, mais c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'âme. Ah oui. La plus mobile, la plus agitée, celle qui se transforme le plus. Et puis l'ascendant, c'est quoi? La personnalité, le corps. Alors quel lien je fais entre le corps, l'âme et l'esprit? Quel lien faisait le médecin quand il allait ouvrir l'œil de son patient, quand il allait lui faire tirer la langue, et quand il allait lui pincer la joue et regarder le teint? Il avait bien une relation entre le corps, l'âme et l'esprit. Et qu'est-ce qui m'intéresse, moi, pour que mon patient aille bien? C'est que les trois soient le plus alignés possible. Donc, si j'ai quelque chose à regarder dans un thème, je peux aller regarder la part de fortune. Pas que, mais entre autres. Donc ça, c'est vraiment, tout à l'heure vous parliez, disiez que le septénaire était déjà un élément essentiel. Avant même le septénaire, il y a aussi déjà cette espèce de quatuor, ce socle-là des trois. Oui, ce socle-là, pour moi, il est très lié, intimement lié, ce socle corps, âme, esprit, il est intimement lié à l'alchimie, au sel, au soufre et au mercure. Ah ben oui. Et pour moi, c'est excessivement important de pouvoir faire la synthèse des trois. Ouais. Nous sommes tous faits de sel, de soufre et de mercure. Quelle est notre part de sel? Quelle est notre part de soufre? Quelle est notre part mercure? Et comment nous travaillons avec ces trois parts? Donc là, l'astrologue va devoir faire s'ingénier à trouver des passerelles entre ces trois facteurs et des solutions par rapport à ces trois facteurs. Il y a peut-être plusieurs façons de vivre ces configurations-là. Ah ben, il y a plein de façons, chacun est une façon différente. Alors, comme on disait, il y a Chacun a une configuration spécifique. Mais est-ce qu'il y a plusieurs façons de la... Est-ce que vous pouvez, par exemple, hier on était avec une de vos collègues là, à Moutier, elle nous disait qu'on pouvait amener la personne à vivre le même thème d'une autre façon. De lui faire dire autre chose, en fait. Mais c'est bien ce que je vous disais Oui, tout à c'est ce que l'heure, madame a il dit faut au départ. s'abstraire de l'astrologie. Il faut faire mentir. Non, Il non, faut pas- faire pas- mentir son pas- thème. non, non, C'est-à-dire qu'il y a un elle- moment, on peut vivre son thème non pas dans l'événementiel qu'il est, c'est-à-dire, imaginons, je fais référence à un vieil astrologue que vous ne connaissez pas, parce qu'il n'a jamais fait me connaître dans le monde de l'astrologie, mais je l'ai toujours entendu dire, oh là là, il y a un carré Soleil-Mars, cette personne, elle n'a pas vécu vieille. Bon. Mais je suis désolée, moi je connais des gens qui ont des carrés Soleil-Mars, qui ont 80 balais. Ouais, tu vois. Alors, est-ce qu'un carré Soleil-Mars, c'est forcément quelque chose qui handicape l'énergie vitale et met en danger la personne? Ou est-ce que c'est quelque chose dont on peut se dédouaner, duquel on peut s'élever, dont on peut sortir pour le vivre à un autre niveau? Voilà, c'est ça. Sans doute. Donc on peut même imaginer quelqu'un qui est astrologue déjà, et dont et auquel on propose une autre lecture de son propre thème en fait. C'est qu'il a figé sa lecture du thème sur une certaine projection de lui-même, et finalement le thème devient effectivement un problème, puisque le thème fige son état à un moment donné. Donc effectivement on peut l'amener à se débloquer par rapport à son thème. Vous parlez d'addiction. Ben, l'addiction la plus remarquable, c'est quelqu'un qui s'est projeté sur son thème et qui l'interprète par rapport à ses problématiques à lui, et finalement le thème va cristalliser ces problématiques. Alors il faudrait peut-être un peu débloquer tout ça. Il y a plusieurs... Dans ce que vous dites, j'entends deux choses. La première, c'est il y a des gens qui, entre guillemets, ont un comportement de coller à leur thème, ou d'avoir tellement intégré leur thème qu'ils sont leur thème. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que... Qui sont le thème qu'ils imaginent qu'ils ont. Enfin, je veux dire que... Voilà, donc ça fait partie encore d'une subjectivité d'interprétation. Exactement. Donc, moi, je trouve ça très dommageable. Ça me ferait donner une référence à un ouvrage que j'aime beaucoup d'un auteur qui s'appelle Richard Bach, qui a écrit un ouvrage admirable qui s'appelle Le Messie récalcitrant. Et dans Le Messie récalcitrant, il dit « Le pire est de limiter l'homme, s'il te plaît, ne le fais pas ». Moi, je pense que quelqu'un qui se sclérose à regarder son thème et à vouloir le vivre, c'est se limiter à quelque chose. Non, je pense qu'il
l'idée, c'est de proposer des ouvertures. La vie n'est qu'une série d'ouvertures. La vie n'est que des portes que nous ouvrons. Nous entrons par la porte de la naissance, sans trop se poser la question d'où on vient, et nous sortons par la porte de la mort, sans trop se poser la question d'où on va. Ouais. Mais quand même, nous sommes une trajectoire. Alors, soit cette trajectoire, elle est faite d'ouverture, soit elle est faite de fermeture. Ça, c'est un choix individuel. Si une personne a envie de scléroser sa vie, et qu'elle ne consulte jamais personne pour l'aider à ouvrir des portes, ça la regarde. C'est son libre choix. Mais on peut faire autrement. Non, mais je faisais allusion à ce qu'on pourrait appeler une thérapie. Effectivement, il y a deux cas de figure. Il y a le client qui n'a jamais fait d'astrologie et donc il faut travailler avec lui d'une certaine manière, et celui qui a fait de l'astrologie, avec lequel il faut tenir compte de ce fait qu'il s'est intéressé à l'astrologie et qu'il a été marqué par l'astrologie. C'est une thérapie qui passe par la connaissance même de l'astrologie qu'a le client. Et il arrive dans la région, je devrais dire dans la région Rhône-Alpes, pour le moment, en tous les cas, heureusement que c'est que Rhône-Alpes, d'avoir des gens qui finissent par savoir que j'ai travaillé avec Éric Marié, donc j'ai peut-être une approche un tout petit peu différente de l'astrologie. Et quand ils me disent « Ah oui, mais vous comprenez, avec la Vénus que j'ai », je dis « Mais attendez, la Vénus que vous avez, elle a ça, elle est aspectée à ça, elle est en telle maison, elle est en unification, qu'est-ce que vous faites là? C'est quoi ce qui est nerveux de votre Vénus? Elle va très bien, votre Vénus. Pourquoi vous avez décidé que votre Vénus était une empêcheuse de oui, connaissance? Stop, arrêtez. Voilà. Pourquoi vous avez décidé d'être prisonnier? Vous êtes libre. Le thème devient l'alibi d'un certain fantasme que la personne a sur elle-même. Oui, bien sûr, mais la consultation est un alibi. Combien de patients vont voir des médecins, des thérapeutes, des soignants, des psychologues, en disant « Vous voyez bien que je me soigne et il ne se passe rien ». Donc la consultation est un alibi à la maladie pour certains. Oui, donc l'astrologue peut être manipulé par le client. Donc il faut pas l'idée de l'astrologue, c'est qu'il a un minimum de travail sur lui pour ne pas être manipulé. Il ne faut pas aller voir personne, en fait, puisque c'est un alibi. Non, il y a des gens pour qui c'est un alibi, il y a des gens qui font des démarches honnêtes en ayant une réelle volonté de transformation. Et il y a des gens qui vont voir des personnes pour pouvoir dire à leurs conjoints ou à leurs enfants « Tu vois bien que je suis malade, il n'a rien pu faire pour moi. » Ah oui, puis déjà c'est une façon d'exister. Bon, et voilà, après c'est une relation à sa propre essayé, dépendance. oui. Après ça pose la question du bénéfice secondaire de la maladie, mais c'est autre chose. Ah oui, c'est autre chose, ça, oui. Alors on va faire intervenir cette dame qui est astrologue dans la région, à quelques kilomètres de Grenoble. Vous ne connaissez pas Madame Vaillant? Votre prénom c'est Béatrice. Béatrice Vaillant. Bon, évidemment, vous arrivez. Bon, on va vous voir un peu plus tard, mais vous arrivez un peu dans le train en marche. Est-ce que vous avez des réactions qui pourraient alimenter la discussion sur ce que vous avez entendu? Oui, enfin bon, moi dans l'astrologie que je fais, il y a quelques points que je recoupe avec vous, mais j'interprète de façon différente. Par exemple, la part de fortune, pour moi, c'est un point de chance, c'est un point de facilité, un point de richesse pour la personne, pas forcément financière. Et c'est vrai que on peut la favoriser, enfin l'exploiter, l'interpréter, de façon à ce que la personne puisse utiliser ce point de facilité dans ce thème, dans le thème astral, pour pouvoir avancer ou pour pouvoir réaliser ce qu'elle veut. Dans la façon de vivre son thème, ou de vivre absolument son thème, moi je pense qu'un thème astral, bon, au départ c'est une image photographiée à la naissance, au premier souffle, hein, c'est le thème astral du départ. Et ensuite, la personne, en fonction de son milieu social, familial, du vécu de ses ancêtres, voire même d'une mémoire d'une vie antérieure, elle vit son thème, enfin, mais elle a un libre choix. Elle n'est pas condamnée. On n'a pas de mauvais thèmes, de bons thèmes. Elle n'est pas condamnée à avoir une mauvaise planète. D'ailleurs, il n'y a pas de mauvaise planète, ni de bonne planète.
dans toute planète, il y a Bon, des bon, côtés positifs et des côtés négatifs, tout à fait. Comme dans tout événement qui arrive dans notre vie, on a toujours un côté positif ou un côté négatif, que ce soit une bonne ou une mauvaise nouvelle. Alors je vous relance sur une question qui a été abordée avant que vous n'arriviez, c'est-à-dire quelle est la mission de l'astrologue? Est-ce qu'il doit mettre fin à certains symptômes? Comment est-ce qu'il peut savoir si son travail a été bien mené et s'il est bon dans ce qu'il fait en tant qu'astrologue? Vous avez des tests d'appréciation? On ne va pas vous souffler les réponses de Madame Chabert, mais comment vous testez si vous avez bien travaillé ou si les méthodes que vous avez utilisées sont efficientes? Moi, je trouve que enfin, le rôle d'une astrologue, pour moi, le premier rôle, c'est d'essayer d'aider les gens. Et donc, l'astrologue a un savoir-faire, a des connaissances qui sont basées sur l'interprétation d'un thème astral. Et ensuite, la personne qui vient vous voir, elle est en attente, quoi. Donc, à travers un thème, on essaye de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe sur le moment, l'ambiance qu'il y a au niveau astral, voir un petit peu aussi le passé pour comprendre ce qui existe au présent. Et savoir si on a fait un bon ou mauvais travail. Moi, je pense que si la personne, elle ressort de la consultation en étant rassurée, renforcée, parce qu'elle a tout un travail à faire. Hein, c'est pas, les planètes me tombent sur la tête et j'ai plus rien à faire, quoi. Il faut que la personne participe pour obtenir l'objectif qu'elle a sur le moment, ou si elle veut réaliser quelque chose. Elle a évidemment son pouvoir de décision, quoi, et de participation, quoi. Maintenant, savoir si j'ai vu juste ou pas, ça c'est les retours que j'ai par la suite, quoi, hein. En général, ça se passe bien. Alors les retours, c'est quoi? C'est que les gens reviennent? C'est que les gens aient réglé certains problèmes? C'est quoi les retours? Oui, il y a beaucoup de gens qui me rappellent en me disant voilà, ça s'est passé comme ça. Qui vous remercie. Voilà, qui m'informent en tout cas de l'évolution de leurs problèmes. Il y en a certains qui reviennent. Alors comment définiriez-vous votre astrologie? Enfin, je veux dire, vous avez une méthodologie, vous avez un système qui est particulier de travail, de prévision? Enfin, qu'est-ce qui caractérise Béatrice Vaillant dans son travail au niveau théorique, au niveau du système? Oui, moi j'ai une formation originelle par l'astrologie traditionnelle, hein, au départ, mais elle ne me satisfaisait pas parce qu'elle était trop rigide, un peu fataliste. Ce qui vous arrive, c'est votre destin, et donc là ça ne me convenait pas du tout, quoi. Et puis par la suite, en arrivant sur Grenoble, parce qu'avant j'étais parisienne, j'ai rencontré Sylvie Lafuente, oui, donc, qui m'a fait connaître l'astrologie humaniste. Mais je suis restée quelques mois avec l'astrologie de Duchossois aussi, peut-être oui. Et après, je suis restée quelques mois avec elle, et puis j'ai rencontré le réseau astrologique humaniste. Oui. Et là, c'est une astrologie qui est beaucoup plus libérale, si on peut dire, qui permet d'ouvrir certaines portes et laisser la place aux individus dans leur participation à la réalisation de leurs thèmes, ou de leurs souhaits, etc. En tout cas, vous ne considérez pas qu'il faut dépasser son thème, si, quelque part, qu'il faut l'oublier, ou qu'il faut le transcender, je ne sais pas. Pour moi, un thème, c'est un outil, hein, c'est pas
Oui, ça peut être aussi une carte d'identité si on veut. Mais qui évolue avec le temps, hein, il n'est pas figé. Hein. Donc en fonction de révolution des planètes, des aspects et tout ça, ça change en permanence. Oui, c'est un peu l'enseignement de Brugard, c'est-à-dire que vous faites évoluer les facteurs. Oui, les cycles, utiliser les cycles. Vous faites progresser les facteurs sur 30 ans, par exemple. Oui, par exemple, oui. Ah, ouais. Bon, alors, donc, je vais redonner la parole à Simone Chabert. Est-ce que vous, parce que je pense que vous êtes, qu'est-ce qui vous distingue du propos de Madame Vaillant pour que les gens voient qu'il y a plusieurs sensibilités? Moi, je ne me réclame absolument pas de l'astrologie humaniste. Je ne me permettrai pas, en tous les cas, même si j'ai travaillé quelques années avec Alexander Loperti. Je pense que dans le monde astrologique, j'ai une approche un peu spécifique, puisque ce qui m'intéresse prioritairement, c'est la santé. C'est pas forcément une problématique sentimentale, professionnelle, etc. Donc peu importe pour moi. L'idée, c'est effectivement que les gens se sentent mieux, qu'ils soient rassurés, renforcés. C'est pas ma recherche a priori. C'est dans la consultation astrologique pure. En tous les cas, aujourd'hui, j'en fais quasiment plus, donc ça m'est d'autant plus difficile de parler d'aujourd'hui. Il faudrait que je revienne sur hier. Comment dire, considérer le thème comme une carte d'identité, pourquoi pas tant qu'elle n'a pas de puce, ça me va bien, ça gratte moins. Je pense que la seule chose qu'on pourrait avoir en lien, c'est la notion d'évolution. Pour moi, évoluer, ça peut être utiliser les cycles, c'est sûr, ça peut être, mais ça peut être aussi dépasser des choses, c'est-à-dire clarifier des choses, vraiment clarifier des choses fondamentales de cette vie, peut-être d'autres, si on peut, c'est pas toujours si simple, mais d'avancer avec le plus de lucidité dans cette vie. Ah, pour mes patients, en tous les cas, c'est ce que j'essaie de faire. Pour les élèves que je forme, je ne forme pas d'élèves en astrologie, j'ai arrêté d'enseigner cette matière il y a 10 ans par choix, parce que je trouvais qu'on en faisait un peu tout et n'importe quoi, et que c'était une belle matière qu'on n'avait pas à l'utiliser aussi mal. Enfin, voilà. Donc j'ai arrêté de l'enseigner, mais ça n'empêche que j'enseigne d'autres éléments. Et pour le bien-être des gens, ça me semble évident qu'il y a un moment, il faut lâcher des choses de sa vie. Or, on ne peut pas se positionner en tant qu'astrologue ou en tant qu'interprétant d'un thème. Je parle moi essentiellement de thème natal, comme la personne qui va, et que dans ces positions de pouvoir, on peut faire tout et n'importe quoi. Donc moi, je suis très réservée sur qu'est-ce que le patient attend de nous, qu'est-ce qu'il projette sur nous, et qu'est-ce qu'on va lui restituer. Et dans ce qu'on lui restitue, est-ce que c'est notre vision des choses? Est-ce qu'on l'amène à marcher dans nos mocassins de notre interprétation de son thème? Ou est-ce qu'on l'amène à marcher dans ses mocassins de sa vie? Et c'est ça qui m'intéresse moi. C'est que la personne, elle roule pour elle. Pas pour moi ou pas pour l'interprétation que j'ai faite. Mais alors, est-ce qu'on pourrait peut-être quand même faire une petite parenthèse en ce qui concerne le mondial? Parce qu'effectivement, bon, on va poser la question, mais alors l'astrologie pour l'individu, c'est une chose, l'astrologie pour l'humanité, est-ce que c'est important? Parce que on peut très bien imaginer qu'au niveau individuel, ça n'a pas beaucoup d'importance, ou ça puisse éventuellement ne pas en avoir essentiellement, mais est-ce que l'astrologie reste un cadre fondamental pour comprendre le cours de l'histoire, le cours des sociétés, etc. J'ai jamais dit que l'astrologie n'avait pas d'importance fondamentale pour l'individu. Elle en a pour certains individus et je le respecte totalement. Mais est-ce que c'est le même Par contre, au niveau de l'humanité, étant donné qu'on est pour moi dans une relation d'analogie, il est bien évident que ce que je vais lire dans le ciel, ou regarder dans le ciel, je vais pouvoir le transcrire sur la Terre ou ailleurs. Et sur la Terre, regardez ce qui s'y passe. Alors c'est pas forcément à l'échelle d'un cycle lunaire, c'est peut-être à l'échelle d'un cycle uranien, plutonien, voire de conjonction de cycles. Il y a des très bons ouvrages pour ça d'ailleurs, traité d'astrologie mondiale qui a été édité par le CEDRA, qui est un très bon bouquin qui explique très bien ça. Bien sûr qu'il y a de l'intérêt. Bien sûr qu'il y a de l'intérêt. Moi, mon intérêt aujourd'hui, c'est pas de changer la planète. Ça serait
une bouffissure de l'ego, ça. Mon intérêt aujourd'hui, c'est d'amener chacun de ceux que je vois, à aller un peu mieux, à être un peu mieux avec lui-même, un peu mieux avec les autres, et un peu mieux avec son environnement. Si chacun arrive à faire ça, on a peut-être des chances de la sauver, cette planète. Si on ne fait pas tous les andouilles. Mais bon, ça c'est... Dans ce domaine-là, je voudrais vous suggérer une petite réflexion qui pourrait être un peu drôle, mais au tennis, on apprend à bien se servir de la main pour guider la raquette, pour bien jouer au tennis. Au foot, on apprend bien à se servir de son pied, donc je vais bien tennisser ou je vais bien footer. Mais dans mon thème, est-ce que je peux m'apprendre à bien soleiller, à bien luniser, à bien mercuriser, à bien vénuser, à bien marxiser, surtout la marxisation, il faut tirer comme il faut pas tirer sur n'importe qui, hein, ou prendre des initiatives, pas n'importe lesquelles, et ça, quand je prends l'initiative, je marxise. Et puis comment je vais faire, je vais jupitériser, ou saturniser, et ainsi de suite. Alors, est-ce que notre thème pourrait pas nous être des suggestions d'apprentissage, d'améliorer nos fonctions planétaires? Justement, en astrologie humaniste, on nomme les planètes, ou on qualifie les planètes de représentation de fonctions. La fonction vénusienne, celle du choix et du sens des valeurs, la fonction martienne, la façon de prendre l'initiative, et ainsi de suite. Et le soleil, pour certaines personnes, si on rassemble 100 astrologues et qu'on demande aux 100 ces personnes-là, qu'est-ce que c'est le soleil pour vous? Comme vous avez dit tout à l'heure, il y en a qui vont dire c'est le père. Alors là, moi, attribuer une planète à une personne, je ne marche pas dans cette méthode. C'est le père avec un grand P, c'est l'esprit. Oui. On peut, j'allais dire, faire l'apanage du soleil, c'est des mots-clés à sur les 100 personnes, il y a pas 100 mots-clés, mais il y aura beaucoup. Il y aura beaucoup de gens qui vont dire des choses, toutes qui pourraient se rassembler finalement et enrichir notre connaissance sur le soleil, parce que même les 100 ne diront pas de bêtises, il y aura 100 choses intéressantes, mais qui pourraient être différentes les unes des autres. Alors pour moi, le soleil, c'est la source d'énergie. Ce qui dégage de l'énergie, c'est dans notre vie terrestre, c'est ce qui chauffe. C'est ce qui ira. Bon. Et cette énergie, pour moi, c'est la libido, pas celle de Freud, hein, pas l'énergie sexuelle. La libido, l'énergie psychique. Alors, cette énergie psychique, elle est déjà canalisée, elle prend déjà une nature par le signe dont elle est trempée. Car il y a les 12 bocaux de confiture, et quand le soleil est dans la groseille, eh bien, il rayonne du groseillage. Quand il est dans la framboise, il rayonne de la framboise. Alors quand il est dans le signe du bélier, il rayonne du bélier. Quand il est dans le signe du... martienne, la framboise est vénusienne, donc c'est un bon exemple. Oui. Ah, ça je ne savais pas ça. Ah bon, alors il faudra vu alors... La framboise est vénusienne, la framboise. Voilà, ouais, alors donc je fais comme ça des analogies, souvent en cours, en conférence. Je tente de prendre des choses de notre vie courante pour essayer d'en tirer le concept et de le rapprocher d'un élément d'astrologie pour que le concept de l'exemple puisse être adapté ou pris ou emprunté pour comprendre alors voilà, apprendre à... On va vous répondre, monsieur Massuir. Ce qui me semble intéressant dans ce que vous dites, et ça nécessiterait un gros travail, mais pourquoi pas, ça m'est arrivé de le faire 2 fois depuis 36 ans que je pratique, c'est d'apprendre l'astrologie au patient et qu'il interprète lui-même son thème. Ah oui, ça me paraît un débat très intéressant. Parce que c'est un travail d'introspection de la symbolique, d'appropriation de la symbolique. C'est ce qui se passe dans les cours d'astrologie. Au niveau... Oui, mais moi, dans les consultants que j'ai, mes consultants ne sont pas astrologues. Oui, mais il y a il m'arrive d'en avoir, et quand ils le sont, en général, ils me le disent dans les 30 secondes où ils arrivent. Je sais que vous avez fait de l'astrologie, j'ai entendu que vous avez fait de l'astrologie. Donc voilà, j'ai une Vénus comme ça, alors c'est compliqué. Moi je dis stop, on n'est pas à ce stade-là, stop. On ne va pas partir dans l'interprétation immédiatement de ce que vous pensez de votre Vénus. Je vais vous proposer des pistes de lecture. Elles seront peut-être différentes de celles que vous avez, mais je vais vous en proposer. On verra. On verra. L'idée, c'est d'apporter à l'autre
Bon, moi, quand je propose, quand je fais un travail de relaxation, de visualisation, quand je fais un soin énergétique à la personne, il est évident que si à un moment je fais quelque chose de particulier, qu'elle me dit qu'est-ce que vous faites, je vais prendre le temps de lui expliquer ce que j'ai fait et ce que j'attends de ce que j'ai fait. Donc c'est quelque part dans la consultation, pour moi, il y a un temps indirect d'enseignement à l'autre. Oui. L'idée, si je veux que l'autre puisse être libre, c'est que je lui restitue un peu de ce que je sais faire. Oui. Donc c'est bien le contre-transfert qui va fonctionner. Oui. S'il vient me voir, c'est parce qu'il y a s'il vient et revient me voir, c'est parce qu'il y a eu un transfert. Si à un moment je ne suis pas dans lui restituer quelque chose, je suis dans le pouvoir. Si je lui restitue quelque chose de lui et qu'il en devient plus libre, tant mieux, c'est mon but. Donc vous lui donnez des éléments Mon astrologiques. but, c'est qu'il ne revienne pas. Le but d'un commerçant en astrologie, c'est que le patient revienne. Oui. Ah oui. C'est pas mon but. Non. Donc forcément, je ne fonctionne pas Donc vous lui comme donnez le des standard vous lui transmettez des outils que des vous avez. astrologues. C'est bien pour ça que j'enseigne, Oui, mais pas l'astrologie. Mais, Des choses qui touchent à l'astrologie, mais pas l'astrologie. mais là, vous touchez à un sujet, on va bientôt terminer, avec vous en tout cas, quand on continuera notre petit colloque à l'extérieur. Donc, effectivement, vous posez la question de la transmission de l'astrologie. Alors déjà, une La question- transmission en général, je fais un test à un patient, je vais lui dire, je vous conseille telle plante. Pourquoi celle-ci? Pourquoi le millepertuis? Ben, parce que vous me dites que le millepertuis est une plante qui est solaire. Pourquoi elle est solaire? Ben, parce qu'elle est jaune. Facile, hein? Ah oui. Bon. Mais non, c'est pas que ça, bien sûr. Les Américains, les Français redécouvrent que le millepertuis est une plante qui peut soigner la dépression nerveuse. Oui. On redécouvre ça. C'est intéressant. Ça a amené d'ailleurs des grands laboratoires pharmaceutiques à dire d'ailleurs, on va le rendre interdit, on va le mettre au tableau rouge. Ah oui, j'ai plus entendu dire. Bon, comme ça au moins les gens, ils prendront du Prozac, ils prendront pas du millepertuis. Bon, d'accord. Sauf que si on lit Paracelse, si on lit Saint-Hildegarde, si on lit Sédir, ou si on lit Platon, on sait pourquoi le millepertuis il est antidépressif. C'est clairement écrit, ils l'ont dit, ils l'ont expliqué, ils l'ont montré. Pourquoi ça, moi, je ne vais pas le livrer à mon patient? C'est une fleur qui est jaune, elle pousse au plein cœur de l'été, quand il y a du soleil, quand il y a de l'énergie au maximum, quand il y a de la vitalité au maximum, quand il y a de la lumière et de la compréhension au maximum. Elle pousse d'une façon incroyable, il y a une fleur qui s'ouvre, elle se ferme, le lendemain matin, il y en a une autre d'ouverte, et elle est capable de faire ça pendant 3 semaines. Est-ce que vous êtes capable, vous, de renouveler votre énergie vitale au complet pendant 3 semaines? Non, et bien c'est ce qu'elle va faire chez vous. Alors pourquoi vous voulez qu'elle ne soigne pas votre déprime? Elle va la soigner, votre déprime, pas de problème. Mais elle la soignera en la Donc je vais regardant lui expliquer, je vais lui la dessiner, je vais lui expliquer comment elle pousse, qu'est-ce qu'elle fait, à quoi elle sert, pourquoi elle s'appelle millepertuis, à quoi ça sert ces trous. Pertuis ça veut dire trou. Pourquoi elle a 1000 trous? Et pourquoi on l'appelait 1000 trous alors que chez les Anglais, on l'appelle la plante de la Saint-Jean? C'est bizarre qu'on appelle la plante de la Saint-Jean. Oui, c'est- Bah oui, mais pourtant, c'est quand même comme ça qu'on l'appelle. Elle pousse au plein cœur de l'été et elle restitue cette énergie au patient. Si moi je lui explique, quand il va prendre le millepertuis serait 2 fois plus efficace. Mais que si je en lui dis tisane rien. alors? En Pardon tisane? En tisane. En tisane, en extrait ou en alcoolature, peu importe, ou en homéopathie, peu importe. La forme après c'est autre chose. Mais la regarder, Mais ça l'important suffit pas. c'est de... Ah mais il y a des gens qui estiment que méditer auprès d'une plante suffisamment longtemps Ouais. est thérapeutique. Ah, Pourquoi voilà. pas? Bien sûr, pourquoi pas? Mais alors vous ne... Moi j'emmène les gens méditer avec les plantes, c'est un de mes boulots. cette pédagogie des plantes, vous considérez Ouais, qu'elle elle est... est intéressante. Bon, pour faire un jeu de mots, cette pédagogie des plantes, vous ne la considérez, ça ne fait pas pendant une pédagogie des planètes, en fait. Vous ne pensez Ça pas... et qu'est-ce que vous pensez de la... Est-ce que vous pensez qu'on peut améliorer justement l'image, la connaissance qu'a le public de l'astrologie par rapport à ça? Est-ce qu'on peut envisager une nouvelle image de l'astrologie, un nouvel savoir astrologique qui serait répandu dans les journaux, dans le public? Alors moi je pense qu'il serait judicieux d'envisager une nouvelle astrologie, enfin non, une nouvelle. Le terme nouvelle ne va pas. Je pense que quand on a commencé, comme certains, comme moi en l'occurrence dans les années 70, à étudier l'astrologie, on était dans un courant d'embellie, où l'astrologue, c'était la personne qui pouvait recevoir dans un cabinet avec des meubles clairs. Bon là, j'ai fermé un peu les volets à cause de la chaleur et du soleil, mais dans une atmosphère plutôt sympa. Pas avec des rideaux en taffetas rouge, pas avec une chouette sur l'épaule, pas avec une boule sur la table. Oui, mais cette idée-là et cette image-là, elle est encore dans l'inconscient de beaucoup de gens.
Donc je pense que si on veut faire évoluer l'astrologie, faut peut-être avancer sur des lettres de noblesse un peu plus réelles et en même temps un peu plus subtiles. Tant qu'on est dans un élément prédictif, on va se faire botter en touche. Parce que il est bien évident qu'on est attendu à l'erreur de prévision. Bien sûr, c'est évident. On n'a qu'à voir comment certains grands astrologues français se sont fait botter en touche. Complètement planté. Ok, si on travaille sur un élément de fond, qui est, je dirais, ce qu'on peut interpréter comme l'astrologie psychologique, peut-être l'astrologie traditionnaliste, comme vous le disiez tout à l'heure, bien que moi j'ai aussi démarré par ça, et puis bien sûr les chemins des fois divergent, hein. Mais ça veut dire qu'on on a acquis ces bases-là. Redonner une image à l'astrologie, ça peut être par des choses très simples. Moi je peux tout à fait emmener des gens dans la nature en leur disant « Regardez cette verveine officinale. Vous l'avez vue? Non, vous la voyez pas. Ah bon? Vous voyez la petite fleur violette là? Ah, vous finissez par la voir. Vous voyez, vous finissez par la voir. Elle est comment? Toute fine, incroyable. Dans un pré, on n'arrive pas à la voir. Bon, c'est quoi comme planète? Saturne. Bizarre. Font la bise, Saturne, on la voit pas. Bon, ok. Vous avez un caoutchouc là qui vous occupe une pièce entière avec des feuilles comme ça. Une acanthe avec des feuilles comme ça. C'est quoi ça? Jupitérien? Ah ben c'est bizarre, elle prend toute la place. C'est bizarre. C'est bizarre par rapport à la symbolique de Jupiter. Bon. En leur montrant une correspondance, je ne peux pas leur sortir un foie d'un corps en leur disant c'est Jupiter, ou une rate en leur disant c'est Saturne. Bon, un peu difficile. Mais en ayant des éléments minéraux, pourquoi la sodalite serait plus jupitérienne que la tourmaline qui serait saturnienne? On a des éléments pour expliquer ça. Là, pour les minéraux, c'est facile, c'est le mode de cristallisation. Bizarre, il y en a 7. Étonnant quand même. Bon. Bref. Donc on peut donner des analogies. Et je pense que si l'homéopathie a tellement fait son fond au niveau de la médecine, c'est parce qu'elle travaille avec des analogies. Et qu'aujourd'hui, les gens sont sensibles à ce lien d'analogie. Si on ne peut pas s'approprier une matière en tant que matière parce que le patient il n'a pas envie d'être astrologue, c'est pas son propos au patient d'être astrologue. Ben, on peut lui, par une loi d'analogie, on peut lui montrer une autre image de ce qu'est l'astrologie. Et pourquoi s'en priver? Par le jeu des correspondances. Par le jeu des correspondances. C'est Pourquoi un grand chanteur s'appelle Goldman? Hein? L'or, oui. L'homme d'or. Il s'est fait quand même des thunes, c'est pas son nom. Et pourquoi cet homme, on a longtemps dit que c'était un homme, quand on le côtoyait au quotidien, il brillait, il émanait quelque chose de lui. Bah, le soleil, il savait de quoi il causait. Hein. Et le soleil, c'est l'or. Bon, bah, voilà, on a des analogies qu'on peut retrouver dans du quotidien, qu'on peut retrouver dans du végétal, ou qu'on peut retrouver dans du minéral, ou dans les notes de musique, comme on disait au tout début. Hein. Ces lois-là, elles se retrouvent à plein de niveaux. Oui, c'est un peu Ensuite, l'intérêt, c'est de faire la synthèse de tout ça, et dire, ok, on bosse sur des archétypes qu'on nomme Vénus, Mars, mais on ne parle pas des planètes là, on parle de l'archétype. On ne parle pas de la physique d'ancienne. Je pense qu'effectivement, quand même, ce qui vous intéresse quand même, c'est beaucoup le système des correspondances, et pas tellement de développer les capacités de prévision cyclique de l'astrologie. Ça vous paraît que c'est Ma priorité, moi, quand j'ai un patient, c'est qu'il aille mieux. Si je peux utiliser les cycles pour qu'il aille mieux, pour proposer un soin ou quelque chose de spécifique à un moment donné qui correspond le mieux à son cycle, c'est clair. Si j'ai un patient qui a un Mars tout harmonique, un Saturne tout harmonique, etc., ce patient, je ne vais pas forcément l'envoyer voir un astrologue. Mais si à un moment il y a un carré de son Saturne sur son Mars, peut-être bien que j'irai, un astrologue, un acupuncteur. Mais peut-être bien que je l'enverrai voir un acupuncteur. Si j'ai un patient qui a des dissonances entre Neptune et la Lune, je vais peut-être essayer de l'aider avec l'homéopathie. Mais si à un moment il y a un bon transit de la Lune sur Neptune, pourquoi je n'utiliserai pas de la phyto? Et pourquoi je ne déclencherai pas sur un cycle lunaire de la phyto? Parce que la phyto, elle est lunaire de fait. Voilà, pour moi, c'est à ça que me servent les cycles. C'est pas à prédire les grandes choses de l'avenir. Les grandes choses de l'avenir, je n'ai pas besoin de les prédire. Il suffit de regarder la planète et de regarder où elle va. Il suffit de regarder ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Et puis de ne pas avoir une lecture au ras des pâquerettes. Et là, on sait bien où on va.
On sait bien que tout le monde va dans le mur, donc... C'est vrai que les astrologues, enfin, je crois que vous êtes un peu pressé par là, mais les astrologues humanistes, ils raisonnent un peu comme Madame Chabert à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'ils disent, en ce qui concerne le domaine collectif et mondial, on n'a pas besoin de l'astrologie pour savoir ce qui se passe et ce qui se joue. Hein, l'astrologie sert à inscrire la personne dans un collectif et dans un général qu'on connaît par ailleurs. Hein. Donc ils disent, voilà, ben, je me renseigne, je regarde, je suis au courant des problèmes économiques, des problèmes sociaux, des problèmes, etc. Mais c'est intéressant de regarder les cycles, ça n'empêche pas. C'est-à-dire quand on regarde les grands cycles Jupiter-Saturne, on a des cycles de génocide. Oui. Bon, c'est pas moi qui le dis, c'est Oryx. Donc voilà, ok, quel est le prochain cycle Jupiter-Saturne qu'on va avoir? Il est en Afghanistan? On peut se poser la question. Il est en Afrique centrale? On peut se poser la question. Bon, et si le prochain cycle mondial, comment on va dire, tiens, il va toucher la France, il va y avoir un génocide en France? Comment on va faire? Comment localiser? Voilà, comment le localiser? Oui. Donc, sur le plan mondial, on a des infos globales. Après, les spécifier par rapport à un pays, où on peut dire globalement, il pourra y avoir des tensions dans telle région, ou il pourra y avoir des facilités dans telle région. Bon, moi, ce qui me pose question aujourd'hui, mais c'est pas l'astrologie qui me le fait dire, c'est le bon sens. Ça me pose question de savoir pourquoi, en fait, on a un déluge de pluie. Des gens meurent par un déluge d'eau. Dans ce pays où on est en train de construire le plus grand barrage du monde, c'est-à-dire de retenir le plus grand nombre de volumes de mètres cubes d'eau du monde. C'est intéressant quand même comme question. Qu'est-ce qui fait que ce pays, qui est en train de construire le plus beau barrage, j'allais dire peut-être d'ailleurs sans grand souci des hommes qui font ces travaux-là, ce pays en ce moment, il vit le pire qu'il n'a jamais vécu au niveau de la flotte. Il se donne le droit de domestiquer l'eau, plus qu'aucun pays au monde ne l'a fait, même que l'Égypte avec Assouan, qui d'ailleurs était une catastrophe. Et bizarrement, ce pays, il a un beau barrage, il aura un beau barrage, sauf qu'il est détruit par l'eau. C'est quoi? Est-ce que c'est un signe? Est-ce que c'est un message? Est-ce que c'est précurseur? Ça veut dire quoi? On peut prendre un élément comme ça pour chacun des pays, hein, parce qu'en ce moment, il se passe tellement de choses dans le monde qu'il y a des choses à dire partout. C'est clair. Je pense pas là, on peut s'aider de l'astrologie, on va peut-être voir qu'il y a une dissonance de Neptune, mais comment on va pouvoir dire cette dissonance de Neptune, elle a tapé en Chine? Pourquoi pas au Bangladesh? Pourquoi pas en Inde? Moi, je vous répondrais, Simone, que moi je crois plutôt à une astrologie fractale. C'est-à-dire, je pense que une configuration se manifeste dans des endroits les plus divers. Elle ne se manifeste pas dans un endroit particulier. Il faut la rechercher pour que ce soit vraiment significatif. Il faut justement que la configuration ait des effets dans des pays extrêmement différents, à des niveaux, aussi bien au niveau du collectif qu'au niveau du particulier. Moi, je suis pour je dis ça pour illustrer. Je suis pour des concepts relativement simples, mais qui vont se reproduire sous les formes les plus diverses à un certain moment. Oui, ça je peux tout à fait comprendre cette approche-là, une approche très liée à l'approche quantique. Ça n'empêche que si on compare le raz-de-marée, entre guillemets, qu'il y a eu sur la côte atlantique, et qui est un raz de marée, donc qui vient de la mer, un élément qui vient de la mer, ce n'est pas du tout la même chose, et on ne peut pas dire que ce sont les mêmes planètes, y compris des lentes, parce qu'elles ont des transits longs, qui ont généré d'une part les problèmes de l'Atlantique, et qui génèrent en même temps d'autre part les problèmes de Chine actuels. Ça, pour moi, c'est pas jouable. Mais moi, je n'intègre pas dans mon réflexion les raz-de-marée, de toute façon. Par contre, que les déluges en Chine soient amenés à tuer de la population dans un pays qui, lui, a fait le choix de canaliser le maximum de flotte au monde, ça me questionne. J'ai pas de réponse. J'ai des hypothèses, mais ça me questionne. Mais vous pensez réellement, Simone, que l'astrologie agit aussi bien sur les processus sociétaux et politiques que sur le processus de genre raz-de-marée ou tremblement de terre? Vous ne faites pas de différence entre ces deux plans. Parce qu'il est clair, quand je dis par exemple au niveau fractal, quand un séisme a lieu, il n'a pas lieu à tous les niveaux, il n'a pas lieu partout. Mais par contre, au niveau des problématiques politiques, sociales, on peut le retrouver dans des sociétés extrêmement différentes. Donc, oui, mais ça veut dire que là, vous prenez un système politique mondial. On peut retrouver
des subprimes partout, des traders qui foutent la zone et des pays dont les caisses sont totalement vides, en France, en Europe, en Italie, en Espagne, aux États-Unis, etc. Oui, bien sûr. Ça veut dire qu'on s'intéresse à un système. Pour moi, ce système, il fonctionne, je dirais, comme un logiciel. Par contre, si je m'intéresse à ce qui se passe sur Terre, je m'intéresse à un individu. Parce que pour moi, la Terre, c'est un individu comme moi. Ouais. Et quand la Terre se gratte les puces, si elle fait un orage ou un ouragan, c'est comme si moi, j'avais une canne de tout, ou si je faisais un AVC. Donc l'astrologie, c'est quelque chose qui nous renseigne sur la santé de la Terre aussi. Qui pourrait, si on voulait bien aller voir ça. Pas seulement sur l'humanité, mais sur la Terre. Ben, je pense que c'est possible. Ah, ben là, c'est un joli mot de la fin. Dans la globalité dans laquelle nous sommes. Parce que vous êtes un peu entre la Terre et le ciel, donc c'est... Ouais, je pense que nous sommes terriens avant d'être français. Oui. Je pense que si nous avions tous une conscience d'être terriens, la Terre irait moins mal. Ah, oui. Je pense que si on tirait tous dans la même direction plutôt que chacun pour soi, la Terre irait moins mal. Et qu'on est tous responsables de ce qui se passe. Oh. À un niveau plus ou moins grand, on est tous co-responsables de ce qui se passe. Après, mon travail à moi, ça consiste simplement et modestement d'aider les gens qui passent cette porte à aller mieux, à voir plus clair, à questionner mieux, à questionner plus juste, et à croiser de l'information. C'est-à-dire, par exemple, nous sommes dans une région où il y a beaucoup de nanotechnologie. On dit beaucoup de choses pour, contre, bien, pas bien, etc. Croisez les informations. Regardez, elles y sont toutes les informations, on les a toutes. Par contre, essayez de les croiser, suivant les gens qui sont pour, les gens qui sont contre, ce qu'on vous dit. Et puis, voyez ce pot commun-là, qu'est-ce qu'il représente? Et faites-vous une idée. Faites-vous une idée, n'acceptez pas tout ce qu'on vous dit argent coûtant. Arrêtez de prendre tout ce qu'on vous dit à la télé, dans les news, pour de la vérité. Arrêtez de penser que les tours du World Trade Center sont tombées parce que des avions sont allés dedans. Oui, ils sont allés dedans, mais c'était téléguidé. Donc arrêtez de penser ça. Quoi. Enfin, voilà. Mais il y a un moment, essayez d'avoir une vision microscopique, puis macroscopique, et regardez les enjeux qu'il y a et pourquoi on fait certaines choses. Et si ça se trouve, le domaine du spirituel, qui pour moi en astrologie est une clé, et qui est lié au soleil, c'est une prise de conscience de qu'est-ce qui se passe sur la globalité de notre planète et quelle part j'ai là-dedans. Moi, j'essaye de faire comme le colibri. Hein. J'amène juste ma goutte sur l'incendie pour éviter. Puis si tout le monde amène une goutte, ça marchera. Mais c'est la responsabilité de chacun. Moi, mon idée, c'est d'aller titiller la responsabilité de l'autre. Après, il fait ce qu'il veut avec. Vous voulez dire que l'état de la Terre est fonction de l'état des êtres humains ou inversement? L'état de la Terre est le reflet de notre état. C'est une loi d'analogie. Et c'est peut-être l'inverse aussi, non? C'est peut-être l'inverse aussi. Ou que, je sais pas, enfin, est-ce que c'est pertinent la dialectique masculin-féminin? La dialectique entre le masculin et le féminin de la Lune et du Soleil, ou de Vénus et de Mars, oui. Jupiter et Saturne, oui. La dialectique masculin-féminin dans notre société aujourd'hui, est-ce qu'elle s'impose? Je ne sais pas, puisque aujourd'hui on tend vers l'androgynie. Donc, vous le regrettez ou vous l'applaudissez, ce phénomène d'androgynisme? Je pense qu'il est important que chacun soit heureux à sa place. Et si c'est le cas, tant mieux.